fort a pris le pouvoir au Togo. Qui parmi vous avait cru qu'il allait faire 20 ans? Moi, j'étais là, j'attirais l'attention des gens. Que faites très attention. Les gens disent non, oh, lui avait fort vie, mais non, mais c'est quand même pour y dangber. Fort vie. Moi, je suis allé voir des gens comme Abouibo. J'ai dit, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Ce gars est plus malin que vous. J'ai fait même des émissions. J'ai dit, celui qui est en train de vous dribbler une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il a de l'avance sur vous. Ils ont dit non, que c'est un gamin, ils vont le malaxer, que ça, Abouibo disait, man. Il disait en vernaculaire que non. J'ai dit, maître. Ils ont dit non. Là, on se réveille. Il faut faire 20 ans. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant ces 20 ans, il a fait aussi beaucoup de dégâts dans son propre camp. Pendant ces 20 ans, il a fait beaucoup de dégâts dans son propre camp. Aujourd'hui, ceux qui cherchent la chute de fort, ils sont encore plus nombreux dans son propre camp. Y compris même dans la famille même présidentielle. C'est un propre frère. Personne n'est derrière lui. Peut-être à part Nyasingbe et là, la Nyasingbe. Personne n'est avec lui. Personne n'est avec lui. Il a fait plus de dégâts à l'intérieur du système. On a vu comment il a liquidé tous ces gens qui l'ont porté au pouvoir. Les Tidjani, vous pensez que ces gens, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de famille. Les Katanga aujourd'hui, ils sont en prison. Pourquoi qu'un fort Ayakara, il s'entoure de toute une armée? Mais quand il a l'armée, on ne voit pas autant de dispositifs militaires. Parce qu'il a peur. Donc, soyons intelligents. Si Fort tombe demain, parce que c'est Fort qui est le pilier du système, au moins on aura gagné un pas. Quel que soit celui qui le dépose. Après, on va gérer le reste. Et quand un peuple combat, le peuple a toujours la ressource pour combattre pour sa liberté totale. Quand on combat, on a toujours les ressources pour combattre jusqu'à la fin. Il est plus facile de combattre quelqu'un qui vient d'arriver sans aucune, je sais pas quoi, aucune ramification, que de continuer par combattre quelqu'un qui a des réseaux partout. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le Nigeria, au Togo. Il y a plein d'autres histoires. Hein. Vous avez les anciens rebelles les anciens rebelles de Sierra Leone, tout ça, des gens là qui viennent faire les affaires au Togo. Vous n'avez aucune connaissance de ce qui se passe au Togo. Rien du tout. Donc, s'il y a des voix courageuses aujourd'hui dans le système qui disent nous ne sommes pas d'accord, je ne dis pas de les ériger en héros, mais c'est déjà un pas qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Je vous ai dit tout à l'heure, en 2000, Gbagbo et Ouattara étaient dans le même front contre Bédié, le front républicain. Aujourd'hui, ils se combattent à mort. Ils se combattent à mort. Mais là, nos fronts, faut là, Djanila Kouébia, on l'a fait placer à mes beaux fronts, Nyasingbe, à Vico Milafan. Et vous allez reprendre la même bataille. Parce que quand ça serait notre Nyasingbe là, il va toujours récupérer le même réseau que leur papa a laissé. Et ils vont fonctionner. Et vous serez toujours là à combattre ce réseau qui est dense, qui a des ramifications partout. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous parce que j'ai vu que j'ai observé que avec l'AKD, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis, qui ont fait des analyses, qui ont commencé par lui jeter la pierre et tout ça. Mais qui est légitime aujourd'hui pour jeter la pierre à cette dame-là? Nous qui bavardons sur les réseaux sociaux. Bavarder sur les réseaux sociaux ne fait pas de vous un courageux. Bavarder sur les réseaux sociaux ne fait pas de vous un courageux. Le courage, c'est être sur le terrain et dénoncer l'arbitraire. En sachant qu'on peut venir m'arrêter à tout moment, on peut me tuer à tout moment. On peut mettre fin à ma vie à tout moment. Nous, ce qu'on fait là, c'est la sensibilisation. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais la sensibilisation, on est moins exposé que les gens qui sont sur le terrain et qui font ça. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais en Gambie. J'ai vu comment Yaya Jammeh est tombé. J'étais au Burkina. Il faut avoir de la culture politique pour analyser les faits politiques. Si vous refusez de réussir ensemble, vous allez mourir comme des bêtes ensemble. Le temps de la justice viendra. Le temps de la reddition des comptes viendra. Qui a fait quoi viendra plus tard. On aura le temps, tout le temps pour ça. Quand on aura fermé la page des Nyasingbe, on aura le temps pour demander à chacun qu'est-ce que tu as fait dans ce pays.
Qu'est-ce que tu as eu à faire dans ce pays? Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Parce qu'on retournera les gens. Quiconque a eu à gérer une partie de la richesse nationale, demain, le peuple sera en droit de lui demander les comptes. Mais une fois que les Yassibés ne seront pas là. Mais donnons-nous les armes aujourd'hui pour affaiblir le régime et le faire partir. Après, le reste, on en discutera. Donc, réveillez-vous. Moi, j'invite tous ceux qui peuvent aller aux manifestations d'aller. Parce que les manifestations, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer comment le régime est sous pression. Comment le régime a peur. Parce qu'ils ne savent pas comment les événements... Parce que le régime est plus ou moins frileux. Ils ne savent pas l'allure que les événements vont prendre. Ils ne savent rien du tout. Donc cette façon de maintenir la pression sur le régime, c'est une manière... Parce que si vous lâchez la pression, le régime va vous liquider tout seul en un. Aujourd'hui, Ford est sur la défensive. C'est lui qui débloque les moyens pour acheter les gens, les activistes qui vont pour donner l'argent aux gens pour faire je ne sais pas quoi. Il est sur la défensive. Mais pendant longtemps, il n'était pas sur la défensive. Mais depuis 3 mois ou 4 mois, il est sur la défensive. C'est-à-dire que c'est lui qui est en difficulté. Mais si vous lâchez la pression sur lui et qu'il reprend des forces, comme ça s'est passé en 2017, ils vont vous liquider là, autant que vous êtes. Autant que vous êtes. Voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Voilà, donc moi je suis un homme pragmatique. En politique, il faut être réaliste et pragmatique. Si Gueye n'avait pas fait le coup d'État en 2000, je ne sais pas combien d'années, Gbagbo ne serait pas président. Est-ce que vous savez ça? Parce que le système PDCI est un système qui remonte à 1946. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI était dans toutes les maisons. C'était un parti État. Le PDCI était dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, dans toutes les chefferies. Le coup d'État de Gueye a fragilisé le PDCI. Et Gbagbo, en bon stratège, il est rentré dans la brèche. Il est devenu président. Et c'est depuis le coup d'État de Gueye que le PDCI a perdu son aura et son audience. Il faut savoir analyser les faits politiques. Parce que Gueye, en faisant son coup d'État, a fragilisé l'appareil étatique du PDCI. Il a affaibli l'appareil du PDCI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même sans élection, vous allez, le PDCI va toujours gagner. Parce qu'ils étaient dans toutes les maisons. Ils avaient tout l'appareil de l'État. Mais le coup d'État a fragilisé le PDCI de l'intérieur. Et Gbagbo, un bon historien, parce qu'on dit toujours que nous, les historiens, on a une longueur d'avance en analyse sur les autres. Parce que nous savons analyser l'histoire et on le projette dans le présent. En histoire, on dit souvent que nous sommes des neiges juchés sur les épaules des géants. On voit plus loin que les autres. Et Gbagbo, un bon historien, il est rentré dans la brèche, il est devenu président. Après, le PDCI s'est éclaté avec le RDR, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est depuis ce temps que le PDCI est affaibli. Donc, faisons preuve de notre intelligence. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et voilà, il faut soutenir ceux qui prennent des initiatives, ceux qui sont courageux, il faut les soutenir. Et moi, je serai de ce côté-là. Voilà. Même, je ne sais pas, quand il y a un incendie, même s'il faut prendre le caca pour éteindre l'incendie, on le fait. Le plus important, c'est de sauver la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on va ériger le caca en modèle. Ça ne veut pas dire qu'on va dire, bon, et voilà, non. Mais en ce moment-là, on a besoin de chacun. Voilà la réalité. Ça fait 60 ans, bientôt qu'on combat le même régime. Si on ne fait pas preuve d'intelligence, on fera encore 60 ans ou 40 ans. Eux, ils ont une longueur d'avance. Vous voyez les phosphates que j'ai toujours dénoncés là, les phosphates là. Vous savez qu'au temps d'Yadema, c'était un Israélien qui gérait les phosphates. Il s'appelait Maurice Assor. C'est lui qui était le cerveau de la gestion des phosphates. Il s'appelait Maurice Assor. Il était conseiller économique d'Yadema. Et la villa que Ford a à la plage là-bas, à côté du ministère de la Sécurité, c'est la villa où il y avait Maurice Assor. Et quand Ford est arrivé, Ford a pris un autre Israélien, Rafik Ederi. Vous comprenez? Vous voyez la logique? Et Rafik Ederi, il est mort, c'est son fils qui gère aujourd'hui les phosphates. Et donc, les phosphates ne rapportent rien à l'État. Pour vous dire que ce sont des réseaux qui sont là et qui vont au-delà des enfants. Allez,
Passez une très bonne semaine et on se retrouve peut-être dans la semaine. Je ferai peut-être un live pour. J'aurai une semaine très chargée pour mes propres activités, mais si je trouve un peu le temps en une soirée, je ferai un live pour encourager nos frères qui se mobilisent pour les manifestations. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, moi, déposez-moi là où je suis. Je ne suis nulle part où vous me voyez. Tantôt Niakade, tantôt, je ne sais pas quoi. On dit, ah, c'est Ferdinand qui fait ça. Vous me donnez trop de puissance. Au point que c'est moi qui écris maintenant les pamphlets de Niakade. Ça ne va pas chez vous, quoi. Vous me donnez trop d'importance. Tantôt, on dit, oui, M6, tout ça. Moi, je ne suis même pas dans ces histoires-là. De temps en temps, j'échange avec certains. C'est le plus important parce qu'on est tous dans la même lutte. Mais le reste, rien à faire. Les gens sont légitimes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, je tiens à dire merci à tout le monde. Et j'espère qu'avec cette sensibilisation, cette manière de parler à l'armée, parce que avec la grève qui est annoncée, vous savez que les militaires prennent leur salaire le 25. Les militaires sont payés le 25 au 28. Déjà demain, si les banques rentrent en grève, les militaires auront des difficultés à avoir leur salaire. Donc à l'heure où je vous parle, il y a une pression terrible sur les syndicalistes. Donc c'est le pays qui est en train... C'est l'ébullition partout. Il y a d'autres secteurs qui vont rentrer dans la danse bientôt, vous allez voir. Parce que c'est intenable partout. Donc, nos frères militaires, les banquiers sont en difficulté. C'est eux qui vous payent. C'est chez eux que vous allez prendre l'argent. Si demain ils font grève, vous ne serez pas payé. Et on sait que vous, si vous n'êtes pas payé pendant 2 jours, ça va tirer. Donc, aujourd'hui, les banquiers qui font grève, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai quelqu'un là-bas qui est dans... Mais moi, je porte leur combat. Je n'ai pas besoin, je porte leur combat. Même si demain, ils sont satisfaits, ils retournent même supporter Faure Gnassingbé, ce n'est pas un problème. Mais je porte leur combat. Parce que ce qu'ils sont en train de faire nous permet de mettre en lumière la mauvaise gestion de Faure Gnassingbé. Je vous dis, si vous voyez dans ces banquiers-là qui sont licenciés, il y a plusieurs qui sont de unir. Je peux dire que ça ne m'intéresse pas, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais j'ai passé 30 minutes ici à parler de Sous-Banque. L'énergie que je déploie pendant 4 heures de temps pour parler, je peux l'utiliser à autre chose. Mais tant que, même si c'est un caillou qu'on peut prendre pour taper sur le régime, il va tomber là. On prend le caillou, même si ce caillou nous a fait tomber entre temps. Et que Mikli, et Midjania, ne peut pas sur Bamango la Tidia, il y a sur Bamango la Tidia, mais il va régler bien. Et puis que Mikli Jania, ne peut pas sur Bamango la Tidia, mais sur Bamango qui me va dire, il y a une quantité de Midjania. Voilà ce que moi j'ai à dire. Et quand je le dis, je précise à la fin, je ne demande à personne d'ériger qui que ce soit en héros. Jamais. Quand quelqu'un apporte quelque chose qui peut donner du tonus à la lutte, il faut l'apprécier et avancer. Même si demain la personne retourne, ce n'est pas un problème. Au moins en ce moment précis-là, on aura besoin de cette énergie. Avant les pamphlets de Niakade, qui savait que Faure a mis 15 000 milliards dans l'économie en 20 ans? Avant le pamphlet de Niakade, avant le pamphlet de cette dame-là, qui parmi nous, même dans l'opposition, savait que Faure a mis 15 000 milliards dans l'économie en 20 ans? Qui le savait? Qui le savait? Moi, je suis journaliste, vous savez comment je m'informe? Vous avez le pouvoir qui a infiltré tous les réseaux de l'opposition, les activistes, tout ça là. Et le même pouvoir, vous n'êtes pas capable de les infiltrer pour avoir les informations. Comment vous voulez fonctionner? On combat une dictature en vase clos. Si demain, on décide de venir vous tuer, si vous n'avez pas des gens pour vous informer, pour dire, il faut se cacher, comment vous allez faire? J'ai discuté avec, il y a longtemps au pays, avec le doyen Guy Mario, qui me disait que, ben, avant, à l'époque, quand on devait venir les arrêter, ce sont nos doyens dans le journalisme, ce sont les officiers de l'armée qui appréciaient de loin le travail qu'ils faisaient, qui leur disaient, va te cacher parce qu'on va venir t'arrêter aujourd'hui. Si vous n'avez pas des gens, d'une manière ou d'une autre, qui vous informent, viennent vous tuer, bêtement,